Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à vous, Sébastien Muet. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Best of. Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs extraits des interviews des invités que nous avons reçus dans nos JT cette semaine. Parmi eux, le ministre des Affaires sociales et de la Santé, Christophe Robineau, venu nous éclairer sur la caisse de retraite complémentaire. Nous avons également pris le pouls à Londres, à quelques jours du couronnement du roi Charles III. Nous nous sommes également intéressés à l'intelligence artificielle, une technologie qui fascine à la fois, mais aussi qui inquiète. Sport, culture, santé étaient également à l'ordre du jour dans nos JT cette semaine. Voici le best-of préparé ce soir par Sébastien Mésadry. C'est beaucoup de travail parce que beaucoup d'enjeux dans la création d'une caisse de retraite, évidemment, et l'actualité en France nous le montre. C'est des enjeux financiers énormes, c'est la sécurité des retraités, c'est l'engagement de l'État monégasque d'assurer la sécurité du régime. Ces négociations, c'est d'une part un texte de loi qui doit être équilibré, qui doit permettre de répondre aux impératifs techniques de création de la caisse. Et puis de l'autre côté, c'est des négociations financières qu'il faut mener avec l'Agirc-Arrco, puisque c'est des sommes très importantes que l'on doit rembourser à l'Agirc-Arrco pour permettre le maintien des droits ouverts par les salariés auprès de l'Agirc-Arrco et qui, eux, resteront affiliés à l'Agirc-Arrco, contrairement aux nouveaux pensionnés qui, dès la mise en place de la caisse, pourront prendre leur retraite en étant directement pensionnés par la CMRC. Les négociations financières, elles portent sur des sommes plus que conséquentes, puisque le montant des droits à pension que nous devrons rembourser à l'Agirc-Arrco est évalué à peu près à 2,8 milliards d'euros. Ce qui veut dire qu'il nous faut négocier des conditions de remboursement qui nous permettent à la fois d'assumer le poids des pensions déjà liquidées, mais aussi de constituer une réserve suffisante pour pallier aux aléas éventuels des années à venir, comme on a pu en connaître à l'occasion de la pandémie Covid, qui a coûté très cher au régime d'assurance maladie et au régime de retraite. Aujourd'hui, on quitte un régime, l'Agirc-Arrco, qui est un régime solide en France. C'est un des seuls régimes qui est solide et qui n'a pas de dette, qui a des réserves et qui garantit de servir les pensions aux salariés qui étaient affiliés. Notre objectif étant de faire aussi bien. Et donc les projections que nous avons obtenues de la part des actuaires, dans les conditions de négociation que nous avons menées avec les partenaires de l'Agirc-Arrco, et notamment, je salue à cette occasion le président Wegner, qui a été d'une aide très précieuse pour nous, une expérience très importante dans le domaine, nous permettent d'être tranquilles à l'horizon de 40 ans. Aujourd'hui, je crois qu'on ne brûle pas les poubelles à Monaco. La réalité, c'est que tout le monde est très content du régime qui va être créé, qui représente la 5e caisse de retraite à côté de la caisse des travailleurs indépendants et des salariés, que ce soit pour la maladie et la retraite. Donc un régime complémentaire qui viendra améliorer la qualité des pensions qui seront servies à terme. Et je crois que là-dessus, tout le monde est d'accord. L'objectif était de moderniser réellement, et pas seulement en parole, le statut des fonctionnaires. Et puis le point important, c'est que l'adoption de ce statut des fonctionnaires permettait derrière de prendre les textes réglementaires, et notamment une ordonnance souveraine qui fixait le statut des agents de l'État. La réalité, c'est qu'avant ce statut, les agents de l'État avaient un statut de contrat à durée déterminée, reconductible sur 6 ans. Et au-delà, ils se retrouvaient dans une situation de ni oui ni non. C'est-à-dire qu'il y avait un statut de CDD reconductible tacitement, mais qui reposait sur aucun fondement juridique. Aujourd'hui, l'ordonnance souveraine crée ce statut des agents de l'État, limite le recours au CDD à 6 ans, et ensuite leur octroie un CDI. Le CDI qui est un contrat tangible, qui repose sur un fondement juridique et qui vient sécuriser leur situation. On regarde dans les boutiques, il y a énormément de Celebrate the Coronation, célébrons le couronnement, avec que ce soit dans les magasins de souvenirs où il y a évidemment tous les mugs, tous les torchons, toutes les tasses, tous les porte-clés qui sont en vitrine à l'honneur du couronnement. Après, les gens n'ont pas encore sorti les fanions, pas encore les drapeaux. J'étais dans l'ouest de l'Angleterre il y a quelques jours et il y avait déjà énormément de drapeaux, donc finalement plus dans les petites villes éloignées de Londres que ici à Londres. Et par contre, si on se promène dans le centre de
Londres, c'est un petit peu plus royal. On peut notamment croiser à certains moments même des répétitions si on est entre Buckingham Palace et Westminster Abbey, l'abbaye de Westminster. Ce couronnement sera assez moderne dans le sens où, par exemple, il y aura un peu moins de 3000 personnes qui seront invitées dans l'abbaye de Westminster, et ce ne seront pas que les nobles du royaume. Au contraire, il devrait y avoir dans l'abbaye de Westminster et aussi dans les gradins autour bien des places pour les travailleurs de la santé, pour les travailleurs sociaux et pour d'autres représentants de la société civile. En gros, le roi Charles a vraiment voulu mettre fin à cette idée que la monarchie, c'est eux et nous, et a vraiment voulu inviter à peu près un peu tout le monde. Charles a très agréablement surpris tout le monde parce que c'est quelqu'un de beaucoup moins formel que la reine Elisabeth II, même si on admirait la reine et comment elle suivait les traditions. Eh bien, ce côté différent de Charles, plus informel, plus joyeux, plus souriant, serrant facilement les mains, discutant facilement avec les gens qu'il rencontre, et il a fait beaucoup de sorties royales ces derniers temps. Ça a permis en fait de donner une nouvelle image à celui qui était le prince Charles et qui est devenu le roi Charles. Il a réussi aussi à vraiment mettre son image aux côtés de celle de la reine Camilla, qui elle aussi était extrêmement impopulaire pendant assez longtemps. Elle était la troisième femme du mariage de Charles et Diana, mais Camilla, après la cérémonie du couronnement, elle ne sera plus connue comme la reine consort, mais comme la reine Camilla. Et le couple est si populaire qu'elle sera tout simplement, comme toutes les autres épouses de roi auparavant, la reine Camilla. La situation de la société évolue, le droit évolue aussi à l'étranger, dans les instances internationales et à Monaco. Donc en fait, c'est une adaptation qui est constante, mais je pense que les institutions monégasques ont tout à fait les capacités de s'y adapter, et le type d'exercice que nous avons réalisé aujourd'hui est un bon exemple de ce qui peut être fait. Et donc nous sommes reconnaissants à l'écrit de nous avoir offert cette opportunité. Tout particulièrement pendant cette journée du cœur chez les femmes, je vais parler de la maladie rénale chronique. Et en fait, la maladie rénale chronique, c'est une maladie fréquente qui concerne en France près de 6 millions de personnes et qui a pour principale cause l'hypertension artérielle, le diabète, l'exposition aux facteurs de risque cardiovasculaire en général, et d'où l'importance primordiale de parfaitement contrôler les facteurs de risque cardiovasculaire et de donner les médicaments qui permettent de prévenir et d'éviter l'aggravation de la maladie rénale chronique, que ce soit chez les hommes que chez les femmes. Oh, nous en avons beaucoup, hein. Il suffit de prendre notre téléphone portable, hein. Tout le monde en a un, hein. D'ailleurs, on dit smartphone, hein, pour dire que justement, hein, il s'agit d'un objet qui est intelligent, avec la reconnaissance faciale, avec la reconnaissance de la parole, les machines à dicter, hein. Mais de façon plus importante, je crois, le web, c'est le couplage des réseaux de télécommunications avec l'hypertexte. L'hypertexte est un modèle de mémoire qui a été conçu avec des techniques d'intelligence artificielle. Donc, nous sommes tous un peu comme Monsieur Jourdain, hein, dans Le bourgeois gentilhomme, qui faisait de la prose sans le savoir. Nous faisons de l'intelligence artificielle sans le savoir. Mais c'est la même chose sur tous les objets. Oui, par exemple, une montre. Aujourd'hui, oui, c'est une montre qui est connectée. Il y a des aiguilles comme avec une montre classique. Et pourtant, elle est très différente parce que elle va être liée à mon téléphone, elle peut me réveiller éventuellement, elle peut, avec des capteurs, prendre des informations, savoir quel est mon rythme cardiaque, etc. Oui, l'intelligence artificielle est partout et elle va encore plus être présente dans nos vues parce que le coût des capteurs va diminuer, le coût des processeurs lui aussi diminue et donc, bien sûr, ça va offrir énormément d'opportunités pour utiliser l'intelligence artificielle. Il faut dissocier ce que l'on appelle la propriété patrimoniale, c'est-à-dire les droits que vont recevoir les personnes dont on utilise la voix, etc. Mais au fond, ça n'est pas dramatique. Et puis, il y a des recours en justice qui sont possibles. Et puis, la propriété morale, le fait que on va vous imiter, que votre style va être transformé. Alors ça, bien sûr, ça pose de très grands problèmes. Mais au-delà, ce qui est dramatique, c'est ce qu'on appelle les infox, ou les fake news en anglais. Ce sont toutes ces déformations de la réalité qui font que on ne peut plus avoir confiance dans ce que nous voyons et dans ce que nous entendons. Alors, les vrais dangers, bien sûr, c'est que les machines décident toutes seules, hein, que éventuellement elles fassent des bêtises, que la machinerie sociale, c'est-à-dire les institutions, confient à des machines tout un tas de tâches, une déshumanisation de cette relation avec l'institution. Ça, c'est vraiment dramatique, le fait qu'il n'y ait plus d'hommes, qu'il y ait des machines. En revanche, les fausses peurs, c'est de craindre que la machine prenne le pouvoir, qu'elle soit
elle-même autonome au sens philosophique, c'est-à-dire non seulement qu'elle soit automatique, mais qu'elle prenne les décisions toute seule. Non, il n'y a pas de machine proprement autonome. Il y a toujours des hommes derrière les machines, et ce qu'il faut craindre, ce ne sont pas les machines, ce sont ceux qui les utilisent, qui les manipulent. Oui, Lens est actuellement supérieur à l'AS Monaco. Ce week-end, le week-end dernier, on a vu clairement la différence entre les deux équipes. Mais Monaco n'a pas encore terminé son championnat. Il peut très bien revenir dans le jeu. Oui, il y a beaucoup de questions qui se posent autour du club, comme souvent. Il y a le directeur sportif Paul Michel qui va partir. Et puis donc il y aura une nouvelle orientation au niveau de l'effectif. C'est vrai que ça sent un petit peu la fin de cycle. Donc oui, il y aura forcément des arrivées. Est-ce que ça sera mieux que les Camara ou les Jean Lucas qu'on voit plus du tout aujourd'hui? Il faut l'espérer, il faut le souhaiter pour le club, quoi. L'aventure de la Gambardella, c'est une aventure qui est un petit peu la vitrine du football et du football des jeunes et de la formation française. Donc c'est un événement qui est important, qui galvanise également un petit peu toute une institution, qui galvanise tout un club et qui entraîne toute une équipe autour des joueurs sur un événement au Stade de France qui, pour les joueurs et comme pour le club, représente quelque chose d'important parce que c'est ce que j'appelle depuis de nombreuses années, parce que cette Gambardella fait partie de la vie des formateurs depuis de nombreuses années. C'est une vraie aventure qui génère des émotions dont les joueurs raconteront tout ça à leurs petits-enfants et leurs enfants, donc c'est quelque chose d'important. L'AS Monaco et l'institution de l'AS Monaco met les jeunes et sa formation au centre de son projet, et participer encore cette année à une finale de la Gambardella, c'est quand même le résultat d'un travail par rapport à l'académie qui est remarquable. Aujourd'hui, l'académie est au centre du projet. Aujourd'hui, ce projet de la formation par rapport aux jeunes est au centre de toute l'activité du club. Et aujourd'hui, tout est valorisé par les jeunes qui arrivent à rendre service à l'effectif de Philippe Clément et à performer au plus haut niveau. Et aujourd'hui, c'est un vrai plaisir d'avoir par exemple un ambassadeur comme Elias Benseguir qui aujourd'hui rend service à notre effectif professionnel. Écoutez, c'est toujours agréable de faire partie d'un jury, de découvrir des films, des auteurs, des nouveaux metteurs en scène. Et voilà, ça fait partie entre guillemets de notre métier. C'est une immersion pendant 5 jours. On voit beaucoup de films et je trouve ça très agréable de voir des films dans ce contexte-là. Il y a la mer, il y a le climat et je suis ravi d'être là, voilà. Et j'en vois pas beaucoup des films en général. Hein. C'est vrai? Je vais pas beaucoup au cinéma. Non, je suis pas cinéphile du tout. Quand tu fais le métier que t'aimes avec passion, c'est ta passion que tu l'exerces, que tu as la chance de l'exercer. Je ne vois pas où est le risque. Franchement, il y a des choses dans la vie, des métiers dans la vie, des situations économiques dans la vie qui sont beaucoup plus risquées. Oui, Confucius disait « Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie ». Le best-of est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. On se quitte avec le flashback, un coup d'œil dans le rétro sur les événements qui ont marqué la première semaine de mai. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.